Le premier sujet que nous allons évoquer, c'est quelque chose que tout le monde sait, tout le monde voit et tout le monde ressent. En tout cas, toutes les personnes qui sont des Ivoiriens et qui aiment leur pays et qui ne veulent pas voir leur pays sombrer, depuis hier, vous êtes les hommes les plus heureux. Parce que le président Ouattara, à travers sa décision, il vient encore de rassurer les Ivoiriens. Il vient de nous donner encore 5 ans pour dire, vous pouvez être sûr que, tel que je vous ai géré depuis le 11 avril 2011, si on n'augmente pas le bonheur, on ne pourra pas le diminuer. Et ça a créé une vague de liesse partout. Je dis bien partout. Écoutez ici cette vidéo de Bouaké. Les gens étaient tellement en joie. On va écouter cette vidéo-là ici avant de pouvoir progresser. Ok, donc vous pouvez entendre. Et c'est comme ça partout dans le pays. Et j'ai même pu poster une série de vidéos hier, en passant par tous les quartiers d'Abidjan, en passant par Korogo, en passant par l'Ouest, en passant par le centre. Tout le pays est content. Et chers parents, continuez de multiplier ces vidéos-là. Montrez-les, partagez ces vidéos-là sur vos pages. Pour que le monde entier se rende compte que ceux qui organisent des meetings pour bavarder inutilement, mais qui ne sont pas en Côte d'Ivoire et qui ne maîtrisent pas la réalité, mais qui veulent présenter notre Côte d'Ivoire, voilà le genre de vidéos que vous devez partager. Dans votre région, là, vous montrez les gens qui sont en train de ado et qui sont en train de manifester leur joie. Là, quand c'est comme ça, là, les gens vont se dire, ah, mais c'est pas le monsieur, on dit, n'est pas bon, là. Mais pourquoi les Ivoiriens sont en train de le célébrer? C'est la meilleure preuve. Mais moi, je suis allé de façon très spécifique. J'ai dit, je vais regarder l'Ouest chez nous là-bas. Comment l'Ouest de la Côte d'Ivoire a ressenti le fait que le président Ouattara ait dit qu'il sera candidat en 2025. Ça a été une vague de joie dans tout l'Ouest ivoirien. Le fait que le président, ce mardi 29 juillet 2025, a accepté de dire aux Ivoiriens, ce que vous m'avez demandé, j'accepte. Et moi, je ne parle pas de moi-même. Je parle avec les faits. Quand je dis l'Ouest, je parle avec des personnes concrètes. Monsieur Guidi Jérôme, il est le président du directoire de la chefferie traditionnelle du Kavali. Parce que quand tu parles, là, faut parler, c'est pas les 1-2 personnes. Je suis en train de vous parler de monsieur Guidi Jérôme, le président du directoire de la chefferie traditionnelle du Kavali. Qu'est-ce qu'il dit? Nous attendions cette candidature depuis longtemps. Car en plus d'avoir restauré la dignité de la chefferie, le président Ouattara a sorti l'Ouest de sa léthargie. Grâce à lui, la paix est revenue. Nous avons encore besoin de lui pour poursuivre le développement de notre région et garantir la sécurité des Ivoiriens. Nous étions inquiets qu'il ne soit pas encore prononcé. Mais aujourd'hui, je suis très heureux, comme tout l'ensemble des chefs. Voyez-vous, il ne parle pas en son nom. Chaque chef de village représente des populations. Donc, ne serait-ce qu'à travers cette seule communication, vous comprenez que c'est des milliers de personnes de l'Ouest aujourd'hui qui sont très heureuses. Mais pourquoi j'ai choisi l'Ouest? Parce qu'on nous faisait croire que l'Ouest, c'était le bastion imprégnable d'un certain Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, regardez ce que les chefs traditionnels disent. Que eux, Gbagbo n'a pas pu leur restaurer leur dignité en tant que la chefferie. Gbagbo n'a pas pu leur donner la paix. Gbagbo n'a pas pu restaurer le développement dans l'Ouest. Mais c'est Alassane Ouattara qui est venu faire ça. Et que eux souhaitent qu'Alassane Ouattara continue ce travail-là. C'est M. Jérôme Guidi qui dit ça. Il est le président du directoire, ça veut dire le chef du directoire de la chefferie traditionnelle du Kavali. Et il dit que ce n'est pas lui seul qui est content. Que c'est l'ensemble de tous les chefs. Les chefs ne sont pas des politiques.
mais ils savent ce qui est bon pour eux et pour leur peuple. Nous prions le bon Dieu de lui accorder la santé pour qu'il poursuive l'œuvre entamée. Les promesses qu'il nous a faites sont en train d'être tenues. Nous avons encore beaucoup à faire ensemble. Voici ce que M. Guidi Jérôme a dit. Mais lorsqu'on va dans la région des montagnes, le vice-président du gouvernorat du district des montagnes, ça c'est à Malaba. Qu'est-ce que lui dit? Il s'appelle M. Kaï Léopold. Ouattara vient de nous faire honneur. Nous tous, parents, souhaitions sa candidature. Cela est ressorti clairement lors du congrès éclaté. S'il n'avait pas répondu à l'appel du peuple de l'Ouest, nous n'aurions pas su comment faire face à nos populations. Je suis comblé. Il dit, lui, Kaï Léopold, là, lui, il est le vice-président du gouvernorat du district des montagnes. Il dit là, que eux n'avaient pas une seule réponse. Si Ouattara ne voulait pas mettre la honte sur leur tête là, Ouattara ne pouvait dire que oui. Que parce que là, eux, avec les gens des mains là, ils se sont investis. Si Ouattara venait dire non là, la honte descend sur eux. Que eux ne sont pas surpris, mais que plutôt, en disant oui, le président leur a fait honneur. Le président a fait que eux là, ils ne vont pas avoir honte devant leurs parents. Donc le président a enlevé os dans leur gorge. Mais que c'est ce qu'ils avaient demandé depuis le congrès éclaté là. Depuis qu'on a envoyé les gens pour leur demander là. Vous les opposants ivoiriens, vous êtes bêtes. Voilà quelqu'un qui vous dit, j'ai fait un congrès éclaté. Et vous vous asseyez pour dire, non, on fait meeting. Or, le gars a utilisé ce congrès éclaté là pour faire un sondage. Maintenant, on peut vous dire ça. Les congrès éclatés que vous avez vus là, en réalité là, en bas là, c'est des sondages qu'on était en train de faire. Opposition bête. Donc là, ce qui arrive aujourd'hui là, rien ne nous surprend parce qu'on a fait du vrai travail en amont. Et donc ça ne nous surprend pas. C'est ce que le peuple avait dit. C'est la réponse que le président est venu donner. L'honorable Guy Hervé Sérode, pour sa part, ne cache pas son émotion. Je suis dans la joie. La candidature de Ouattara est un véritable soulagement pour notre région. Il nous a apporté le développement. Nous allons nous mobiliser pour lui assurer un score jamais vu dans notre région. Lui, il est député. Il s'appelle Guy Hervé Sérode. Il dit que c'est pas parce que Ouattara, il brille, c'est pas parce qu'il est jeune. Que le lien qui est entre eux et puis Ouattara là, c'est qu'aucun politicien n'a pu leur donner avant là, le développement là. Qu'aujourd'hui là, dans leur région là, c'est Ouattara qui a apporté le développement. Et que, à cause de ça là, eux vont encore montrer à Ouattara que eux là, sont pas dans l'amusement. Que le score qu'ils vont faire là, que le score qu'ils n'ont jamais donné à un politicien là, c'est ça qu'ils vont donner à Ouattara cette fois-ci. À Taï, la nouvelle a été accueillie comme une bénédiction. Le maire Bayala Hippolyte s'est réjoui. Taï est sauvé. Il n'y a plus que le président Ouattara pour sortir notre département de l'isolement. C'est lui qui a érigé Taï en chef-lieu de département et a électrifié tous les villages. Sa candidature nous rassure. Le bitume va arriver jusqu'à Taï. C'est une immense joie pour nos populations et nous saurons le lui rendre. Le maire de Taï, il s'appelle Bayala Hippolyte. Il dit, que c'est comme quand Jésus a béni l'eau et puis c'est devenu du vin. Il dit, on avait soif. Il dit, Taï là, les gens ont parlé, mais il n'y avait rien. Il dit, il a fallu que ce soit le président Ouattara qui arrive. Et aujourd'hui en disant non là, oui, c'est comme si le président Ouattara vient de sauver Taï. Parce que c'est ce qu'on vous disait ici là. C'est que Ouattara a commencé là. Si c'est pas lui-même là, on ne voit pas quelqu'un qui peut terminer. Donc il dit aujourd'hui là, eux se sentent sauvés. Pourquoi? Parce que c'est Alassane Ouattara qui a sorti Taï de l'isolement. Il n'y avait pas route, il n'y avait pas courant, il n'y avait pas électricité, il n'y avait pas l'eau. Mais mieux, c'est Alassane Ouattara qui a fait de Taï un chef-lieu de département. Et puis, à Taï là, tous les villages qui sont là-bas, il n'y a pas un qui l'a laissé. Tous les villages, il a mis courant là-bas. Maintenant là, il dit, eux-mêmes là, même si eux-mêmes là, ils n'ont même pas demandé ça. Il est très malin, hein?
Il dit le bitume va arriver à Taï. C'est ça on demande. En fait, là, c'est une doléance qu'il fait comme ça. Il dit, lui, il est sûr que goudron va arriver à Taï. Or, le président n'aime pas ça. Quand tu lui lances un défi, là, il relève. C'est comme ça, il faut être malin pour demander aux vieux. Que eux-mêmes, ils savent qu'ils vont avoir route bientôt. Route goudronnée. Parce que Alassane Goudron, là, il ne s'amuse pas avec ça. Et que pour ça, là, les populations sont tellement heureuses que eux, là, eux ne vont pas rester insensibles. Eux vont voter Alassane Ouattara bien. Mais la plus émue reste sans doute Anne Désiré Oloto, présidente du conseil régional du Cavalier et ministre d'État, ministre de la fonction publique. Voici ce qu'elle dit. Je ne trouve pas les mots. Le président a respecté mes parents. Il a été attentif à leur appel. Nous étions dans l'incertitude, mais nous savions qu'il aime son peuple et qu'il finira par répondre. Ouattara, notre candidat, elle-même, je ne veux même pas lire pour elle la même là. 1, c'est notre maman. 2, c'est notre femme. Donc là, quand ta femme fait tes compliments là, est-ce qu'on doit encore parler de ça? Pour elle la même là, moi je ne parle plus de ça. Voilà. Dans plusieurs villages traversés, l'euphorie était totale. À Bedi Gaozon, Dame Kei s'est couverte de poudre blanche avant de se lancer, grêlot aux chevilles, dans une danse en pleine rue. Scène similaire dans toutes les localités parcourues. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés, clamaient les villageois au rythme des tambours et des corps. Quand vous partez dans les villages à l'ouest, vous voyez les populations sortir et en train de danser, en train de dire nous sommes sauvés, nous sommes libérés. La politique de Ouattara a été comprise par le vrai peuple. La fausse image que les gens voulaient coller à Ouattara, le candidat de l'étranger, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire, il n'est pas bon, il n'est pas ivoirien. Voilà aujourd'hui, les Ivoiriens du pays profond sont en train de célébrer Ouattara pour dire, tu ne nous as pas abandonnés, mais tu viens même de nous sauver et tu viens de nous libérer. Parce que les incertitudes de l'avenir sont telles que il faut un homme comme toi. Adio Koué, le président du directoire de la chefferie traditionnelle du Guémon, Pierre Serel, a lui aussi salué la décision du chef de l'État. Cette candidature est déjà adoptée par les chefs traditionnels. Nous lui avons donné notre onction. Le président incarne la stabilité et la quiétude. Le président du directoire des chefs traditionnels du Guémon, M. Pierre Serel, lui dit que chez eux, là, qu'eux n'ont pas beaucoup d'affaires. Eux n'ont pas beaucoup à demander ni à dire. Que depuis que le président Ouattara est venu là, on ne prend plus leurs enfants pour aller les livrer à la mort, comme le ramenait Laurent Gbagbo. Prenaient leurs enfants pour leur remettre des armes et puis les tuer là. Que depuis que le président Ouattara est venu là, que qu'il incarne la stabilité et la quiétude. Eux sont en paix maintenant. On ne prend plus leurs enfants comme Gbagbo pour aller les livrer au mercenariat ou bien pour aller les livrer à la barbarie. Que ça seulement là, eux, ça leur suffit déjà. Et leur cœur est tranquille. Eux là, ils sont déjà en paix. Eux là, ils ne veulent pas parler avec quelqu'un. Ils ne veulent pas que quelqu'un n'a qu'à venir prendre leurs enfants pour en faire des miliciens. Pour miliciser leurs enfants. Et que si c'est à cause de ça seulement là, eux sont déjà contents. Leurs enfants vivent aujourd'hui depuis. Tous les enfants qu'ils ont fait après 2011 là, ils vivent. Ils vivent. Mais tous les enfants qu'ils ont fait entre 2000 et puis 2011 là, Babo les a tous livrés au mercenariat et beaucoup sont morts parmi eux. Et donc eux voient la grande différence entre le président Ouattara et puis maintenant Laurent Gbagbo. Et que eux aujourd'hui là, eux préfèrent la stabilité et la quiétude. Et que c'est le président Ouattara qui incarne ces deux facteurs là. Que donc là, eux là, le président Ouattara là, eux ils sont pas bêtes pour laisser la paix. Et puis pour laisser leurs enfants qui sont en train de vivre pour aller supporter des bavards et des criminels. Il dit de dire ça. Mais ce qui est encore le plus intéressant et qui pourrait même choquer peut-être Laurent Gbagbo et la Gorgola, ce que j'appelle ici la Gorgola, ça veut dire le monde des Gors, c'est Gagnoa. Quand il demande à Gbagbo, tu viens d'où? Je viens de Gagnoa. Allons à Gagnoa. Gagnoa, on a compris tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que hier, Gagnoa est sorti pour fêter. Quand le président Alassane Ouattara a dit qu'il demeure candidat du RHDP. C'était une joie contagieuse dans tout Gagnoa. Dans tout Gagnoa, les gens étaient dans une joie que vous ne pouvez pas décrire. Quand vous étiez dans les rues, si ce que j'ai dit là c'est faux là,
Vous qui êtes à Gagnoa, là, pardonnez, faites à cause de Dieu. Mettez ces faux. S'il vous plaît. Faites à cause de Dieu. Si ce que je dis là, c'est faux, là, mettez. Tu es en train de mentir, c'est un deuil. S'il vous plaît. Là, comme ça, là, tout le monde va voir. Hier, il fallait dans les rues des quartiers de Gagnoa. Les militants, les sympathisants du RHDP ont laissé éclater leur joie. On a vu des tambours qui étaient battants. Ça veut dire que les gens sont en train de taper les tambours, les tam-tams. Les gens sont en train de danser. Les gens sont en train de lancer des cris. Les gens sont en train de faire du vuvuzela. Ils ont résonné dans toute la commune, à Gagnoa. C'est un peu comme si on dit Laurent Gbagbo va être candidat. Et puis ça Congo là-bas, les gens se lèvent pour célébrer. Est-ce que vous-même, vous pouvez imaginer ça? Ce n'est pas que ce soit quelque chose d'impossible. Mais c'est parce que il faut que l'homme en question mérite un tel hommage. Sinon, Laurent Gbagbo, il est ivoirien. Il peut même être célébré au Guinée, ou bien même à Korogo, ou bien même partout en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il incarne des valeurs qui peuvent pousser la population spontanément à faire cela? Donc Laurent Gbagbo, même dans ton propre village, les gens sont sortis pour célébrer l'homme politique Alassane Ouattara. Pas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara, pas parce que il y a quelque chose d'autre, mais parce qu'il incarne aujourd'hui une politique qui fait rêver et qui met le peuple en conscience. Une politique qui a inclus les Ivoiriens. Une politique qui donne aujourd'hui du baume au cœur des Ivoiriens. Et on pouvait les entendre dire, le président a répondu à notre appel. Sa candidature est une garantie de stabilité, de développement et de continuité. Nous sommes prêts à le soutenir avec détermination. Ça, c'est M. Kone Kamara, un militant de longue date de Gagnoa, qui disait ça. À peine même s'il n'avait pas envie de pleurer. Et c'était comme ça pratiquement dans tout le pays. Mais si j'ai pris l'exemple de l'Ouest, c'est pour montrer que le bastion même de Laurent Gbagbo là, a vacillé aujourd'hui dans le RHDP. Ne regardez pas les menus frétins avec la petite canaille à la petite semelle sur TikTok et Facebook. Hier, là, ils étaient en train de pleurer. Hier, là, ils étaient en train d'insulter. Mais quand tu insultes, c'est parce que tu n'as plus d'arguments. Quand tu insultes, c'est parce que tu n'as plus... Ton intelligence, là, tu mets ça en vacances. Sinon, là, la vraie réalité, là, c'est le peuple qui l'affirme. Maintenant, quand vous dites, si Ouattara dit les candidats, on va sortir, là, est-ce que vous avez vu tous ceux qui sont sortis hier en Côte d'Ivoire, là? Quand on vous disait, là, que vos propos, on va brûler la Côte d'Ivoire, là, qu'on va brûler tous ensemble, là, voilà un échantillon. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont sorties. Le nombre de personnes qui est sorti, s'il vous plaît. Partout dans le pays, là. Ça, c'est un échantillon. Ça, c'est ceux qui étaient heureux et puis qui avaient le temps de sortir. Mais ceux qui ne sont pas sortis, là, eux, là, ils sont encore nombreux. Maintenant, là, quand vous allez dire, vous sortez en gamme palabre, là, les vrais guerriers vont sortir après tout cela encore. Donc, quand on dit que Ouattara, là, il est indéboulonnable, là, c'est échantillon qu'on vous a montré, là, la spontanéité du peuple, la joie du peuple, la fidélité du peuple, là. Ça, c'est seulement les femmes et puis les enfants avec ceux qui avaient le temps. Parce que nous, au RAD Plan, on travaille, nous tous. Donc là, c'est eux seulement qui sont sortis comme ça. Mais la grande majorité qui est au travail, là, eux ne sont pas encore sortis. Maintenant, là, après les deux premiers groupes, là, il y a un autre groupe. Ceux qui aiment palabre, là, nous, notre groupe, là, on est en tas. Et nous, notre souhait, là, c'est que vous sortez. Sortez. Imaginez tout ce groupe-là se mettre en face de vous. C'est ce jour-là, vous allez comprendre que vous êtes non seulement minoritaire, mais ça sera aussi vos derniers jours. Les scènes de liesse observées illustrent un fort attachement à la vision politique d'Alassane Ouattara, perçu comme un levier de progrès économique et de cohésion nationale. À en croire les responsables locaux du RHDP, cette annonce redonne un souffle nouveau aux structures de base et réveille l'enthousiasme des militants. Et donc, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, Alassane Ouattara incarne non seulement l'unité nationale. Aujourd'hui, là, on n'en voit pas les populations et les ethnies se battre entre elles. Et les gens sont conscients de cela parce qu'ils voient les dangers de ce que Laurent Gbagbo a représenté et de ce que Bédié a représenté et de ce que le PDCI tribaliste haineux matriarcat est devenu aujourd'hui. Et donc, les gens ont fini par comprendre qu'il y a des défis à relever. Et les gens à Gagnoa disent qu'eux vont donner une victoire éclatante au président Alassane Ouattara dès le premier tour.
Ils disent de dire au président que la machine électorale est en marche. Et que l'élan populaire, les sorties qui ont été faites là, ça ce n'est qu'un échantillon. Mais que c'est dans les urnes, ils vont aller déposer leur voix pour pouvoir montrer de quoi le peuple a réellement besoin. Après Gagnoa, on s'est retrouvé encore à Daloa. Et ce que je vous dis, vous aviez pu voir les vidéos. Vous avez pu voir les vidéos. Et je n'invente rien. J'ai dit, si ce que je dis n'est pas vrai là, mettez simplement c'est faux. Quand tu vas dire ça là, on va te dire, bon voilà, les vidéos même sont là. On a donné des noms des personnes. On a dit ce que chacun a dit. Si on a menti sur ces personnes-là, elles n'ont qu'à aller poser plainte contre nous. La PLC, elles vont mettre mon nom pour m'attraper. J'ai donné des noms. J'ai parlé de notre mère Anne Ouloto. J'ai parlé de Dame Kei. J'ai parlé encore de M. Bayala, Hippolyte. J'ai parlé encore de M. Kaï Léopold, le vice-président du gouvernorat du district de Montagne. J'ai parlé de M. Guidi Jérôme. Donc c'est autant de noms. Si j'ai menti sur eux là, je demande pardon. Ils n'ont qu'à aller déposer plainte contre moi. Là quand c'est comme ça là, on va m'attacher. Parce que le mensonge est très mauvais. Le menteur dit, je vais envoyer les preuves après. Moi, j'ai dit, je mets pour moi et puis je mets quiconque au défi. S'il y a une personne parmi ces personnes sur laquelle j'ai menti, là, je le mets au défi d'aller déposer plainte contre moi. Nous ne sommes pas dans l'amusement. On n'est pas dans la tromperie du peuple. Et le peuple sait ce qu'il veut et c'est ce qui choque notre opposition. Et donc, à Daloa, allez sur la toile, comme toutes les autres villes. Vous voyez, c'est publié sur Facebook. On voit les jeunes, on fait des cortèges de motos. Ils sont en train de klaxonner. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train de lancer des cris de joie. Quand on leur demande, mais à quoi? Ils disent non, que le président dit qui va être notre candidat pour 2025. Et puis on dit après, mais et puis après. Il dit, mais c'est un soulagement pour nous. Le président Ouattara est l'homme de la situation. Sa candidature là, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est un militant qui disait ça, avec le drapeau de la Côte d'Ivoire à la main. À Daloa là-bas. En tout cas, ils disent que pour eux là, que c'est la seule chose qu'ils attendaient et ils espéraient. Donc là, eux n'attendaient pas un autre résultat. Le président vient de les honorer. Le président vient, c'est ce qu'on dit, le président a levé leur tête. Le président n'a pas mis la honte sur eux. Et que c'est un candidat qui est expérimenté. Un candidat qui peut encore apporter plus à la stabilité de notre pays et surtout au développement. Quand on se souvient de ce que Daloa était et de ce que Daloa est devenu aujourd'hui en 2025, ils disent que eux là, eux connaissent aujourd'hui celui qui peut faire leur bonheur, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Que entre 2020 et puis 2025 là, ce que Daloa a eu, c'est eux qui connaissent. Et c'est eux qui profitent aujourd'hui des bénéfices de cela. Eux ne vont pas se laisser distraire pour encore confier leurs avenirs à des gens qui ne connaissent rien. Donc voilà un peu de quoi il s'agit quand les populations ont entendu que le président Ouattara sera leur candidat un peu à travers le pays. Sujet numéro 2. La stigmatisation identitaire systématique. La déclaration de candidature de l'actuel chef d'État ivoirien Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2025. Une candidature constitutionnellement et politiquement justifiée. C'est le docteur et notre père Alexis Diet qui nous parle de la déclaration faite par le président Alassane Ouattara hier. Il a dit qu'il sera candidat aux élections présidentielles du 25 octobre 2025. Le père Alexis Diet que vous voyez là, j'ai l'habitude de vous le dire, peut-être que beaucoup ne savent pas. C'est lui qui a formé Franklin Nyamsi. En réalité, c'est un philosophe. C'est un puits de connaissances. Nous tous, on l'appelle maître, ou on l'appelle docteur, mais on l'appelle beaucoup maître. Il dit que la candidature du président, là, si on regarde la Constitution,
les lois que les Ivoiriens se sont données pour diriger la Côte d'Ivoire, là, que la candidature du président Ouattara, c'est normal. Si on regarde l'aspect politique, il dit la candidature du président Ouattara, là, il faut être un homme qui est bête pour dire que Alassane Ouattara qui est dans la politique, qui connaît aujourd'hui les dangers qui menacent la Côte d'Ivoire plus qu'Alassane Ouattara, qui détient aujourd'hui les informations secrètes sur la Côte d'Ivoire. Depuis pratiquement 15 ans, c'est lui qui reçoit les informations secrètes sur la Côte d'Ivoire. Que ce soit au niveau intérieur ou même au niveau extérieur, au niveau mondial. Et donc là, la politique là, c'est pas seulement ce que toi et puis moi on sait. La politique là, c'est pas ce que toi et moi on se dit ici sur TikTok. La politique là, c'est aussi ce qu'on ne peut pas te dire comme ça un qu'au grand jour. La politique là, c'est ce qu'on ne peut pas dire au peuple. Il y a des choses là, si on vous dit là, vous allez dire, wouh, tu vas mettre ta main sur ta tête. C'est ça le politicien encaisse. Et puis il prend des décisions en fonction de ça. Ça veut dire ce que toi tu sais là. C'est que toi et puis moi on vient causer de ça tous les jours sur TikTok là. Et puis ce qu'on ne peut pas dire au grand public là, c'est ça lui met tous ensemble. C'est ça qu'on appelle les secrets d'État. Et c'est pourquoi il faut être un homme d'État pour pouvoir incarner et assumer la responsabilité d'un pays. Tu n'as pas vu souvent, on dit secret d'État. Ça veut dire ce que tu veux, on ne va jamais te dire. Parce que si on te dit là, toi-même tu seras perdu dedans. Donc là, il dit quand on pense à tout ça là, politiquement là, le fait que Alassane Ouattara là, il a dit qu'il va être candidat là, c'est la chose la plus normale politiquement. Parce qu'aujourd'hui là, il y a qui peut dire que lui maîtrise aujourd'hui les dossiers sur la Côte d'Ivoire, que ce soit en interne ou à l'externe, pour dire qu'il peut défendre la Côte d'Ivoire aujourd'hui en fonction aujourd'hui de toutes les difficultés qui sont en face de nous. Mais aussi une candidature justifiée du point de vue du sens commun. Mais il dit, il va plus loin encore, pour dire qu'on n'a qu'à laisser même à faire des politiques de constitution. Là. Il dit même là, quelqu'un qui fait travailler un peu sa tête là, le fait que Alassane Ouattara ait accepté d'être candidat là, que c'est la chose la plus normale. C'est ce qu'on appelle le sens commun. Où se trouve donc le problème? Il dit, mais lui ne comprend pas. Il y a des gens qui sont là. Eux, ils ont choisi ce jour du 29 juillet 2025, après l'annonce du docteur président. C'est ce jour-là que eux, ils ont choisi pour faire leur propre funérailles. Quand tu arrives là-bas, il est candidat, c'est pas bon, Il dit, mais toi, tu es en train de célébrer tes funérailles là-haut. Il y a quoi? Il y a quoi? Et puis toi-même, tu célèbres tes funérailles. Il dit, si tu es en train de célébrer tes funérailles, vous les opposants, vous célébrez vos funérailles. Parce que Alassane Ouattara a dit, les candidats là, c'est que votre tête là, ça ne travaille pas. C'est que dans votre tête là, votre cerveau là, ils ont grillé œuf dedans. Ils ont pris poil là pour griller œuf dans votre cerveau. Et puis vous là, vous n'avez pas de sens commun. Il dit, toute personne qui fait travailler un peu sa tête, c'est que la candidature du président Ouattara ne pose ni un problème de sens commun, ni un problème juridique, ni un problème politique, ni un problème du point de vue du jugement commun du citoyen ivoirien lambda qu'un sondage objectif d'opinion en Côte d'Ivoire aurait pu permettre d'établir factuellement. Il dit, de façon concrète là, il suffit d'utiliser un peu ta tête, de regarder comment le pays fonctionne aujourd'hui, de regarder comment le pays est dirigé aujourd'hui. Il faut comparer ça avec de la manière que le pays était dirigé avant. Il faut regarder aujourd'hui le développement que le pays connaît aujourd'hui là. Est-ce qu'il y avait ça avant? Et il faut regarder aujourd'hui la respectabilité aujourd'hui qui est incarnée à travers les hommes politiques là. Est-ce qu'avant là, vous, parce que de la manière que les dirigeants se comportent, c'est comme ça aussi que le peuple est vu. Est-ce qu'aujourd'hui là, vous n'êtes pas mieux vu? Il dit, quand toi-même tu regardes tout ça là, ça doit signaler à ton jugement commun. Ça doit signaler à ton bon sens que vraiment, ça là, on ne choisit jamais le mieux quand on sait qu'on peut avoir le meilleur. Le pire ennemi du meilleur, c'est le mieux. Or, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous n'avons que de la carabistouille en face, de la ratonnade politique pour perdre le temps aux Ivoiriens.
Il dit, mais quand tu regardes les politiciens, Chakadien est là, moi, Babo est là, ma femme, moi-même, Babo, ta femme là, elle n'est pas plus femme que les autres femmes. Elle n'est pas plus douce que les autres femmes. Pardon. C'est ta femme, mais chacun de nous a sa femme. Si chacun de nous doit venir faire les atalakou de sa femme ici, là, on ne va pas quitter ici. Gérer un pays là, c'est pas venir nous parler de tes problèmes de foyer. Chakadien, gérer un pays là, c'est pas se mettre à mentir tous les jours. Ouais, j'ai géré les 500 fortunes les plus évidentes au monde. Gérer une fortune ne veut pas dire que tu deviens propriétaire de cette fortune là. Les fonds saoudiens là, si tu te souviens très bien, en 2021, quand Alassane Ouattara est parti à la Mecque là, et puis ils l'ont fait rentrer dans la Kaaba là, c'est parce que il a son mot à dire dans la gestion des fonds saoudiens. Ils lui ont fait le respect de le faire entrer par la porte de la Kaaba. Ça là, tout le monde a vu la vidéo là. En 2020 là, quand il a dit qu'il ne sera plus candidat là, les fonds qataris, c'est lui Alassane Ouattara qui devrait gérer. Au Vatican là, il est conseiller économique du pape. Et je peux te citer en un point finir. Et ce que tu disais là, ça fait honte. Parce que Alassane Ouattara, quelqu'un qui te dit que moi là, j'étais mieux payé que le président le plus puissant au monde. Ah, chers Ivoiriens, que j'étais mieux payé que le président le plus puissant au monde. Ce n'est pas moi qui le dis. J'étais dans un confort inimaginable. Et ce n'est un secret pour personne. J'avais un salaire supérieur au salaire du président Bill Clinton. Vous avez entendu? En ce moment-là, Bill Clinton était l'homme le plus puissant au monde. Il dit, j'avais un salaire qui dépassait le salaire de Bill Clinton. Gérer les finances des individus, là, c'est de la microfinance. On est en train de te parler. Toi, tu dis que toi, tu es là pour gérer les finances des gens. Bon, je t'ai donné 3 exemples. Alassane Ouattara, là, lui, gère des fortunes des pays. Toi, tu gères pour des individus. Lui, gère pour des pays. Mais au-delà de ça, tout le monde entier le reconnaît. Comme c'est eux là, Alassane Ouattara, il est parmi les gens qui décident de toute l'économie mondiale. Ça veut dire, les 500 fortunes que toi tu dis que tu gères là, c'est lui dans le monde là. Lui là, sa décision influence sur tous ces 500 fortunes. Donc de quoi est-ce que tu veux nous parler? Vraiment, toi, dire que tu es là à l'école, c'est un peu choquant quoi frère. C'est un peu choquant. Parce qu'il n'y a aucune cohérence structurelle dans tes propos. Tu parles, mais tu t'oublies dans la parole. Et tu parles sans avoir de cohérence interne dans tes propos. Pour quelqu'un qui dit avoir été à la Polytechnique, c'est une incohérence structurelle. Et ça, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui te dit, j'étais mieux payé que le président le plus puissant du monde. Mais la personne est en train de te dire que je maîtrise tout le système. Donc, toi, tu es comme un employé de Coupec. Toi, tu es comme un employé de Coupec. Est-ce que toi, tu peux aller t'arrêter devant le directeur de la BCAO pour dire non, 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 moi là, comme je gère, il y a des gens qui sont riches là, ils viennent mettre leur argent à la Coupec, et puis moi, je gère ça. Donc là, c'est pas la même chose, hein. Moi, je suis puissant. Mais le directeur de la BCAO là, c'est lui qui décide de faire circuler la monnaie. C'est lui qui prend les décisions. Maintenant, quelqu'un te dit que dans le monde entier là, lui fait partie des personnes qui décident de tout ça. C'est un manque de sens commun. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont inscrits à l'école de ne pas faire travailler leur cerveau. Alors que quand tu regardes la situation, il suffit de regarder et puis de faire un petit jugement. Un petit sondage des opinions là va te dire si le président Ouattara avait dit qu'il n'était pas candidat là. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens seraient inquiets. Les opposants que vous voyez là, il y a beaucoup parmi eux, ils sont contents. Ils disent là, c'est gâté pour nous tous, c'est mieux même. Au moins, la Côte d'Ivoire sera en paix. On va continuer à bavarder. Comme Ouattara, lui, les gentils ne met pas en prison là. On va continuer à bavarder. Il y a beaucoup parmi eux, là, ils sont contents. Mais ils font semblant. Le père Alexis Diat revient pour nous dire, cette déclaration n'est donc évidemment pas le problème de cette échéance électorale ivoirienne et des précédentes. Il dit en vérité là, le fait que Alassane Ouattara soit candidat là, et puis tu vois, il y a d'autres qui sont en train de crier, en train de faire de la grimace. Il dit, est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est ça, le fait que Ouattara a dit qu'il est candidat là? Il dit, est-ce que c'est ça qui est le vrai problème?
Il dit, est-ce qu'avant, dans les autres élections là, il n'y avait pas d'autres problèmes? Il dit en vérité, il y a problème, mais le problème se trouve ailleurs. Le problème, ce n'est pas la candidature du président Ouattara. Un ailleurs dont la dérive identitaire et populiste, dont l'occultation du débat programmatique, au profit de la stigmatisation, de l'apologie, du culte de la personnalité, en cette campagne présidentielle 2025, est un indice remarquable. Il dit, si vous voyez tous ceux qui sont en train de se plaindre ou même de crier là, non seulement ils n'utilisent pas leur bon sens, mais quand on laisse tout ça, quand tu les vois crier là, en réalité c'est ceux qui se sont mis à l'école du populisme pour mentir au peuple. C'est ceux qui envoient les enfants des gens pour dire aller insulter les gens. Au lieu d'écrire un programme de campagne, ils ont perdu leur temps à dire, à faire de la petite politique bananière là. C'est eux qui sont en train maintenant de voir que tout leur système s'est effondré. Parce que le fait que Ouattara a dit qu'il est candidat là, ça a gâté tout leur plan. Il dit derrière ceux qui se plaignent là, ce sont les xénophobes, les tribalistes, les haineux, les ethnicites. Et toutes les personnes qui avaient pensé qu'en venant dire qu'eux sont les vrais fils du pays, eux sont les vrais Ivoiriens, eux s'en foutent de ceux qui ont été les Ivoiritaires, le matriarcal. Il dit justement, parce que la candidature d'Alassane Ouattara vient désorganiser leur plan et vient couper tout le projet qu'ils avaient fait. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en campagne avec un candidat qui dit voilà ce que j'ai fait pour vous, c'est vrai ou pas. Parce que quand Alassane Ouattara va aller s'arrêter là, il va dire j'ai envoyé des gens pour travailler dans votre village. Est-ce que le travail a été fait ou pas? Il ne va pas demander l'ethnie de quelqu'un. Et ce qu'il va dire là, il ne sera pas dans le mensonge. Si la population dit que ça n'a pas été fait, il va appeler ceux qu'il a envoyés. Il dit, je vous avais dit de venir faire, les populations disent que ça n'a pas été fait. Ça sera la politique concrète face au populisme. Ça sera la politique concrète face à la stigmatisation. Où on vous demandait d'apporter un programme de campagne. Vous avez été incapable et vous êtes allé fabriquer un faux papier à partir de l'intelligence artificielle et puis vous vendez ça à 10 000 à vos partisans. Quelle honte. Mais de toute façon, ça là, écrire un programme là, c'est pas ça qui est important. C'est comment mettre en œuvre. Comment venir rendre son bilan. Vous n'allez pas stigmatiser. On va rentrer dans les bilans. Vous aviez pensé que la politique là, c'était de faire le culte de la personnalité de Gbagbo et de Chakadian. C'était de faire le culte de sa tribu. On va vous montrer que la politique là, c'est les programmes, mais c'est surtout les actions concrètes. Mais c'est aussi la capacité de venir dire au peuple, quand on était là, voilà ce qu'on a fait. Quand on était là, voilà ce qu'on a fait. Et dans cette campagne de 2025, vous n'allez pas nous imposer le rythme de débat. C'est nous qui allons imposer le rythme de débat. On va vous mettre la réalité pratique face à vos mauvaises habitudes, que sont les dérives identitaires, le populisme, le mensonge, la manipulation, l'occultation du débat politique. Le manque de programme que vous avez là, on va étaler ça devant les gens. On va montrer que vous êtes des ethnicistes, des tribalistes, des ethno-nationalistes, des gens dangereux pour la paix sociale. Et qu'avec vous là, ce sera toujours une ethnie A qui va aller combattre une ethnie B, une ethnie C qui va aller combattre une ethnie D. Parce que vous avez un programme politique qui est basé sur l'identité et le populisme pour manipuler les populations. Voilà pourquoi il y avait les affrontements entre les populations et vous avez les allogènes, les autochtones et les allochtones. Mais depuis quand on n'a plus entendu parler de ça? C'est ça on va aller dire aux populations. Et la population a déjà compris. On va aller dire, ils sont en train de parler là. Bon, on n'a qu'à venir bilan contre bilan. Et ils ont dirigé, nous on a dirigé. Quand ils ont dirigé là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va mettre ça devant le peuple. Quand on va finir là, on va dire maintenant là, les programmes de campagne là, est-ce qu'il y a un programme de campagne qui est plus efficace que ce qu'on a déjà fait? Vous avez dit que tout ce que Ouattara n'a pas travaillé, quand vous allez venir là, vous allez faire quoi? On va faire route, on va faire pont, on va faire école. Bon, Ouattara a déjà fait tout ça. Ouattara a déjà fait tout ça. Et donc, vous ne pouvez pas faire mieux que lui. C'est ça, on va l'exposer devant le peuple. Et c'est le peuple qui va se rendre compte et qui sera le meilleur juge dans les yeux. Et c'est ce qui nous ramène au troisième sujet. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut se permettre un président stagiaire en ces temps critiques. Hier, l'ambassadeur Claude Saï était sur Live TV. C'est une télévision ivoirienne. Et il est venu expliquer ce que le président a dit là. Il est venu pour nous expliquer en français simple, pour qu'on comprenne mieux. Le président a parlé français,
Mais nous, on n'a pas tout compris. Mais le fait que l'ambassadeur Claude Saï soit venu, il a expliqué beaucoup de choses. Et il a été très clair. Il dit aujourd'hui là, tous ceux qui veulent être président en Côte d'Ivoire là-haut, est-ce qu'ils ne seront pas présidents stagiaires? Président apprenti? Est-ce qu'un apprenti qui n'a jamais conduit une voiture peut être plus fort que son patron qui fait Abidjan Bouaké, qui fait Denané-Man? Il dit donc, on ne peut pas se permettre de prendre des gens qui n'ont aucune expérience politique pour venir diriger un pays avec la complexité politique actuelle. Il dit aujourd'hui là, est-ce que tout le monde ne voit pas? On est entouré par des États voyous qui n'ont de rêve que de faire rentrer aujourd'hui les djihadistes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui là, vous ne voyez pas que le monde est dur partout? Est-ce que vous ne voyez pas les guerres qui sont en train de se propager partout? Est-ce que vous ne voyez pas une redistribution des cartes dans le monde? Est-ce que vous ne voyez pas une nouvelle division du monde? Il dit, bon, quelqu'un qui est un apprenti là-haut, tu le prends, tu le mets dedans. Il est perdu dans le jeu. Il dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre cela. Il faut que celui qui va être à la tête de la Côte d'Ivoire soit quelqu'un qui a une bonne expérience dans la gestion de l'État. Parce que la première chose qui compte pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est sa stabilité. Et c'est pourquoi vous devrez soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Parce que, si tu soutiens la candidature d'Alassane Ouattara, tu soutiens automatiquement un leadership qui est basé sur l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si on te donne un téléphone, et puis on te dit, il faut aller dans Google Play, et que le téléphone, ça fait 3 ans, on n'a pas mis ton téléphone à jour. Il n'y a pas eu de mise à jour dans ton téléphone, mais c'est un nouveau téléphone. Et puis on te dit, voilà un vieux téléphone qui est à jour. Tu vas prendre quel téléphone? Le téléphone qui n'est pas à jour, là, même si c'est nouveau, là, le temps qu'il va se mettre à jour, là, il ne pourra pas répondre à tes besoins. Alors que le téléphone qui est vieux, là, puisqu'il est déjà à jour, là, tu peux faire tout ce que tu veux sans problème avec. Et puis c'est nous, on va venir blaguer pour nous dire non, chaque 5 ans, on n'a qu'à changer nos dirigeants. Et puis toujours, on va être dans les mêmes problèmes. Les gens vont venir dans nos pays pour voler seulement. Chaque fois, les Blancs, là, chaque fois que le monde change, les Blancs vous blaguent, chers Africains. Chaque fois que le monde change, les Blancs vous blaguent, en fonction de leurs intérêts. Quand il y avait la colonisation, là, ils ont utilisé l'église catholique pour venir nous convaincre que la colonisation était une bonne chose. Et que la colonisation, c'était pour apporter la civilisation aux peuples barbares et indigènes. Ils ont même fait le code des indigènes. Et celui qui se comportera comme les Blancs, celui qui parlerait la langue des Blancs, celui qui va s'habiller comme les Blancs, ils ont supériorisé ces personnes-là sur les autres tribus qui étaient collées à leur tradition. Je vais vous donner un exemple. Au XIVe siècle, ça veut dire dans les années 1300, là, l'Occident était encore dans la barbarie. Il suffit de voir la naissance des pensées philosophiques et idéologiques de l'Occident. C'est après le XIVe siècle. Lorsqu'on vous parle des siècles des Lumières, c'est à ce moment-là que l'Occident a commencé à avoir contact avec la vraie connaissance. Mais déjà, au XIVe siècle, il y avait l'université de Tombouctou. Il y avait l'université de Tombouctou. Là où les Européens n'avaient même pas encore accès à la connaissance. Et à l'université de Tombouctou, on enseignait tout ce que vous connaissez, la science, l'astronomie, l'astrologie, et les mathématiques, tout. Je ne rentre pas dans l'Égypte parce que nous, on n'a pas connu ça. On ne va pas aller loin. Mais tout le monde peut aller aujourd'hui à l'université de Tombouctou. Ce que vous voyez, les djoulas que vous voyez là, puis vous les négligez là. Ceux-là, leurs ancêtres étaient dans ces universités-là. Avant nous, nos ancêtres là, eux savaient écrire et lire en arabe. Ils avaient une connaissance vaste du monde là. Mais quand les colons arrivent dans nos pays, ils constatent que
Les peuples qui sont mieux structurés, les peuples qui ont un leadership où c'est organisé, ils se disent, on ne pourra pas percer ces gens-là facilement. Et même mieux encore, on voit qu'ils savent écrire et lire dans la langue arabe. Et donc, ils ont une base de connaissances. C'est ceux-là qu'il faut combattre. Et donc, qu'est-ce que les colons font? Ils envoient le christianisme comme un modèle pour combattre. Parce qu'eux pensaient que le fait que les gens sachent lire et écrire en arabe, là, c'était d'abord la religion. Et donc, ils apportent le christianisme pour dire, si tu deviens chrétien, tu es mieux que l'indigène. Si tu deviens chrétien, tu dois être un homme civilisé. Et voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les peuples qui n'ont pas de structure sociale bien cadrée. Vers les peuples qui acceptent facilement leurs contacts. Et qu'est-ce qu'ils font dans nos différents pays? Ils rendent supérieurs ces peuples-là aux autres peuples en stigmatisant les autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les gens du Nord, même l'expression, ils ne sont pas allés à l'école. Non, non, non. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ils disent qu'ils ne sont pas allés à l'école des Blancs occidentaux. Mais ils sont allés à une école bien avant, même les Occidentaux. Et ils ont une bien meilleure connaissance. Et pendant la colonisation, c'est ce qu'ils ont fait pour pouvoir diviser nos populations. Et après, ils sont restés à Berlin. Ils ont divisé l'Afrique. Et pourquoi ils ont divisé l'Afrique? Parce qu'ils se sont rendus compte que si on laisse l'Afrique dans ses structures actuelles, tôt ou tard, les gens vont finir par revenir à leurs habitudes. Donc, ils ont divisé les pays. Et ils ont imposé leur langue. Si nous leur faisons parler des langues différentes, et que nous leur donnons l'impression qu'ils ne sont plus les mêmes, on a divisé des mêmes pays à des frères et des cousins. L'autre parle allemand, comme le Togoland. L'autre va parler anglais au Ghana. Et l'autre va parler français en Côte d'Ivoire. Alors que c'est le même peuple. Et donc, ça c'était l'une des étapes. Quand la colonisation finit, ils nous mettent dans les États partis. Non, dans les partis États. Ça veut dire un parti mais qui incarne l'État lui-même. On appelait ça les partis uniques. On peut appeler ça aussi les partis d'État. C'est qu'eux ils décident, c'est ça. Mais ils prennent leurs décisions directement avec le colon. Et ça n'a pas été une époque. Quand j'imagine le PDG RDA, quand on parle de RDA, beaucoup d'idiots ne savent pas de quoi il est question. Le PDC là, c'est un parti africain. Le RDA là, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, ça partait jusqu'en Afrique centrale. Et c'est pourquoi quand vous allez en Guinée, vous allez voir le PDG RDA de Sékou Touré, le PDC RDA de Félix Houphouët-Boigny, et etc., etc. Mais tout cela était des partis uniques qui ont agi avec brutalité contre les peuples africains. C'était la suite logique de la brutalité coloniale sur les peuples africains. Quand le mur de Berlin est tombé, c'est de la vraie histoire de notre monde que je suis en train de vous parler. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de mystification. Et je veux que tout intellectuel, toute personne qui dit qu'elle est un intellectuel, venez, on va venir ici, devant un peu, on va venir parler. Et on va dire la vérité aux gens. Quand le mur de Berlin est tombé en 1988, c'était sous la pression américaine, puisque ils avaient divisé le monde en deux parties, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Ceux qui étaient à l'Ouest étaient avec les Américains, les Français et autres, ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Eux devraient imposer l'idéologie américaine à travers le monde. Et le bloc de l'Est qui était incarné par la Russie, qu'on appelait l'URSS, on les appelait le bloc de l'Est. Et c'est dans le communisme. C'est là que vous avez vu les révolutionnaires comme les Che Guevara, comme l'homme de Cuba, Fidel Castro, et etc. On parlait que des révolutionnaires. Mais quand le mur de Berlin est tombé, ils ont compris que le monde a changé. Et que les gens vont s'interconnecter. Les gens vont commencer à s'interpénétrer. Qu'est-ce qu'ils ont proposé à nos États africains? Vous faites maintenant le multipartisme. Vous faites le multipartisme. Pas parce que ça va vous arranger. Ce que vous disiez était vrai. Le multipartisme ne pouvait apporter que des conséquences. Parce que vous ne nous aviez pas apprêtés à cela. On ne demande pas à un enfant qui naît de marcher en même temps. Mais les Blancs, ce que je suis en train de vous montrer depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui,
ils ont toujours agi d'abord dans leurs intérêts. Tous les changements politiques qu'ils imposent à nos pays, c'est d'abord dans leurs intérêts, ce n'est pas dans l'intérêt des Africains. Et donc ils disent que vous le voulez ou pas, vous allez accepter que des différents partis politiques soient créés dans vos pays. Mais ils n'ont pas calculé les conséquences. Alors que non, ils savaient les conséquences. Parce que c'est eux-mêmes qui suscitent les guerres. Et qu'est-ce qu'on a vu à partir de cette époque? On a vu la multiplication des guerres tribales, des guerres civiles. La guerre civile au Libéria, la guerre civile en Sierra Leone, la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on a vu? La nature des guerres a changé. La nature des guerres, parce que bien avant cette époque, on assistait à des guerres entre les États. Quand il y avait les partis uniques, il y avait la guerre Burkina-Mali, il y avait la guerre par exemple au Tchad, il y avait la guerre entre tel pays et tel pays. Mais à partir du multipartisme, on assiste à un phénomène, c'est que la nature des guerres en Afrique change. Ça ne devient plus des guerres entre les pays, ça devient maintenant des guerres entre les filles et les fils de ces pays-là. Ce sont ces mêmes occidentaux-là qui viennent, ils disent, ah, Mariam Kambo, comme toi tu es lobby là-haut, ah, il faut voir des éclaireurs qui est là, c'est un mangeur de zégré, il faut aller, tu vas le tuer, c'est il mange ouya, avec son tchétchera, ça là, il faut dire à ton parent là, ah, vous allez le chasser au pouvoir, vous allez venir. En réalité, le multipartisme, les Occidentaux l'ont mis en place pour déstructurer nos sociétés. Pour que chaque tribu pense qu'elle a le droit de diriger le pays. Et cela nous a conduit dans les guerres civiles. Et il n'y a pas une guerre qui est plus meurtrière qu'une guerre civile, où les mêmes fils d'un même pays se détruisent entre eux. Et aujourd'hui, une fois sortis maintenant du multipartisme, et que les réalités du monde avancent plus vite que personne ne l'a imaginé, qu'est-ce que ces mêmes occidentaux préparent? Ils disent non, non, non. Maintenant là, il faut que chaque 5 ans, il y ait un nouveau dirigeant dans votre pays. Ah, chaque 5 ans. Hein? Quelqu'un qui est venu qui n'avait même pas d'expérience. Il est venu, il a fait 5 ans. On dit, toi, il faut quitter. Il faut que maintenant un autre plus jeune vienne. Ou même quelqu'un d'autre n'a qu'à venir. Donc chaque 5 ans, on n'a qu'à faire ça. Ils ont essayé ça avec Mathieu Kérékou. Nicéphore Soglo est venu. Vanwa, ça n'a pas marché. Au Mali, même chose. Au Burkina, même chose. Partout, même chose. Aujourd'hui, maintenant, à partir des années 2000, ils disent maintenant, non, non, non. Non seulement vous devez changer chaque 5 ans, vous devez permettre à des gens de venir voler votre argent chaque 5 ans. Si je viens en 5 ans là, je n'ai pas d'expérience là. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas voler votre argent? Mais comme ça, ce n'est pas encore suffisant. À partir des années 2000, ils nous disent maintenant, il faut qu'il y ait des présidents jeunes. Il faut qu'il y ait des présidents jeunes. Ça veut dire chaque année, chaque 5 ans, on change, mais ça doit être avec des jeunes, des inexpérimentés. Et chers Africains, et on vous demande de mordre à cela. L'âge et la durée n'ont rien à voir avec l'aspect pragmatique. Quand on est un dirigeant là, est-ce que chez eux en Occident là, eux ils essaient de mettre des dirigeants incapables? Eux là, eux ils ont déjà dépassé. Il y avait des rois chez eux avant. Eux ils ont subi leur transformation sociale en profondeur pour arriver aujourd'hui où l'État est bien assis. C'est chez nous où l'État n'est même pas encore assis là. Quand on nous demande de changer chaque 5 ans et puis de mettre un jeune. Mais un jour, on va retrouver un bébé à la tête du pouvoir. Et quand on explique ça aux Africains, toujours dans l'émotion, ils ne comprennent pas que l'Occident n'a pas pour vocation de venir aider l'Afrique. L'Occident et le monde ont pour vocation d'exploiter ceux qui jouent les couillons. Et il n'y a pas un peuple qui joue les couillons mieux que les Noirs. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ambassadeur Claude Sahit est venu expliquer. Quand tu regardes le jeu actuel pour la Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un qui a de l'expérience n'est pas mieux qu'un président stagiaire? Et surtout des gens même qui n'ont aucune approche de la gestion de la chose commune. Des gens qui sont dans leur propre monde et qui veulent abuser de la Côte d'Ivoire. Des gens qui veulent tromper le peuple avant de venir s'accaparer des biens de ce peuple. Et donc, chers Ivoiriens, la rhétorique, la sophistique, le mensonge, les belles paroles qu'on vous dit pour vous tromper là, ça ne s'inscrit pas dans la stratégie du RHDP. Mais ce que nous vous disons là, on met l'expérience et la stabilité
comme des arguments électoraux face à une opposition qui n'a rien d'autre que de critiquer, mais sans être capable de proposer des alternatives qui soient mieux. C'est facile de critiquer, mais il faut être capable de proposer encore quelque chose qui soit meilleur. C'est vrai qu'aucune position ne peut faire l'unanimité. Si le LHDP pensait que les opposants n'allaient pas critiquer, c'est se mettre les doigts dans les yeux. Les détracteurs ont tout le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais Alassane Ouattara, là, il vous dit, moi, là, j'étais mieux payé que Bill Clinton. Il n'est pas un assoiffé du pouvoir. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, quand il regarde les dangers qui sont en face de nous, est-ce qu'il faut inscrire la Côte d'Ivoire dans un immobilisme? Parce qu'on a fait un renouvellement. Et puis on va retourner en arrière. Alors qu'on vient de sortir d'une guerre civile de 2002 jusqu'en 2011. Ayons quand même un peu pitié du peuple. Ayons un peu pitié du peuple. Et puis c'est quand est-ce qu'on va apprendre à faire de nous-mêmes des pays qui ont des institutions fortes? Pour laisser un avenir à nos institutions, il faut d'abord passer par la stabilité et non le changement. Si on veut des institutions fortes là, il faut des hommes forts. Et ces hommes forts là, c'est dans la stabilité qu'ils peuvent instituer des institutions fortes. Et après, le changement. Mais on ne fait pas le changement comme ce que Chakadja a fait. Il vient d'abord dire qu'il est candidat. Et après, il se rend compte qu'il ne remplit pas les conditions et qu'il ne connaît pas la Constitution. Nous, on ne va pas avancer comme ça. Lui, on me dit, je ne connais pas la Constitution. Mais tu dis que tu peux être candidat. Tu peux être candidat non sur la base de quoi? Sur ce que tu ne sais pas. Et c'est justement ça. Les gens nous demandent d'abandonner la stabilité. Maintenant, pour aller vers le changement, mais dans l'incertitude. Avec des gens qui sont des apprentis politiciens. Donc là, ceux qui crient, qui pleurent, c'est parce que tous leurs intérêts, là, c'est tombé dans l'eau. Mais, si Alassane Ouattara était un dirigeant irresponsable, si Alassane Ouattara était un dirigeant indigne, il allait abandonner son peuple pour dire, ah, moi je vais sauver mon nom, ah, je ne veux pas qu'on a qu'à gâter mon nom, ah, je suis fatigué, on m'insulte trop. Il dit, ah, depuis 18 ans, ils m'ont insulté. Je suis venu gérer encore 14 ans, ils m'ont insulté. Ça fait déjà pratiquement 30 ans, on m'insulte. Il dit donc, continuez à insulter. Vous les insulteurs là, continuez à insulter. Mais tellement vous insultez là, vous n'apprenez pas à grandir. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Donc vous ne ferez que vous effondrer. Mais Alassane Ouattara, lui, il avance. Il va avancer avec la Côte d'Ivoire dans la stabilité, avec l'expérience et avec une garantie face aux défis politiques, économiques et sociaux. Et ça, c'est clair comme l'eau de roche. Et c'est ça qui nous ramène au quatrième et dernier sujet, la communication politique en démocratie pluraliste. Vous savez qu'il y a plusieurs types de démocratie. Il y a la démocratie parlementaire, il y a la démocratie pluraliste, il y a la démocratie sous plusieurs formes. La démocratie qu'on pratique en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie directe. Ça veut dire la démocratie basée sur le choix du peuple. Quand tu es dans une telle démocratie-là, tu communiques comment? La communication politique en démocratie pluraliste n'est pas du griotisme, un office d'encensoir. Il dit quand tu fais la politique et que tu sais que c'est le peuple qui va te sanctionner dans les urnes là, à travers le vote, la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de venir pour choisir ton candidat et puis être le griot. Venir encenser ton candidat, mais sans jamais proposer quoi que ce soit au peuple. Le peuple là, il n'est pas bête, hein. Le peuple là, c'est pas un enfant. Peut-être que tu as l'impression qu'il est faible, mais il sait ce qu'il veut. La communication politique en démocratie pluraliste n'est pas de l'apologie, de la géographie, du culte de la personnalité, un office d'encensoir et de propagande. Il dit, quand on est en démocratie, et tu sais que malgré tout ce que tu vas faire, le dernier jour, c'est le peuple qui va aller voter là. Faut pas faire l'erreur de faire à Talakou de ton candidat. Faut travailler. Faut convaincre le peuple. Il dit, faut pas être dans la géographie. Ça veut dire, tu racontes les contes d'Abla Pokou, où c'est toi qui es le héros. Les histoires passées imaginaires, où c'est toi qui es le héros là. Mon grand-père a tué le lion, il s'est m'asseoir sur la queue du lion. Il dit, ça là, ça n'intéresse personne. C'est le passé. Et ça ne concerne pas le peuple. Il dit, quand tu es dans la communication politique là,
Faut pas transformer ton parti politique en secte. Où c'est Laurent Gbagbo, mais Chakadjan. Même si on dit que Chakadjan là, il vient de Kuala Lumpur. Nous là, on va le prendre. C'est comme ça aussi que la constitution va le vomir. Oui, je m'en fous de la loi. C'est moi Laurent Gbagbo. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Laurent Gbagbo, on te connaît. Tu es un voleur. Mais comme tu es devenu un dieu à la Gorgola, on va te faire comprendre que tu es un ver de terre dans la démocratie pluraliste. Et on va te faire respecter les lois. Ver de terre là, on va mettre sel sur toi. Un parti politique là, c'est pas une usine pour faire atalakou et puis mensonge. Parce que ça va te rattraper. Quand tu fais ça là, le peuple va dire, mais lui là nous prend pour des zozos bien. Il pense que nos cerveaux là, ça ne travaille pas. Ce n'est pas du griotisme. Un office de logomachie et de démagogie. Il dit, c'est pas, quand tu es dans un parti politique là, c'est pas celui qui fait concours de diarrhée verbale, c'est ce qu'on appelle logomachie. Il est là, en train de parler là. C'est pas concours de parler beaucoup. Et puis c'est pas concours de flatter vos six pour venir vendre du vent. C'est ce que j'appelle ici la démagogie. Il dit, une fois que tu transformes ton parti politique en toutes ces mauvaises valeurs que je viens de dire là, toi là, tu vas jamais réussir en politique. Il dit, ce que tu dois faire, quand tu sais que c'est le peuple qui va te juger là, il dit en démocratie parlementaire, en démocratie pluraliste, ton parti politique doit être capable d'être un office de pédagogie publique, de justification analytique et argumentative du programme politique et du projet social d'un parti au gouvernement ou dans l'opposition. Que tu sois dans le gouvernement, que tu sois dans le parti de l'opposition, si tu sais que toi tu veux vraiment prendre le pouvoir, là, ton parti politique là, tu fais de ton parti politique l'incarnation des analyses avec des arguments. Tu amènes les gens à respecter ton parti politique à travers le programme politique que vous avez. Qu'est-ce que vous allez offrir à la société? Qu'est-ce que vous allez faire pour chacun? Et donc là, ton parti politique devient une école publique. Quand les gens vont là-bas, ils apprennent quelque chose. Et quand eux-mêmes ils regardent, ils disent, ouais, ça là, ça c'est vrai. Ça là, on peut croire en ça. Et qu'est-ce que tu dois faire dans ton parti politique? C'est un office d'explication et de vulgarisation à destination du commun des citoyens, des choix politiques, sociaux et économiques d'un parti, des voies par lesquelles il entend résoudre les problèmes de l'investissement et de la redistribution, le problème de la production de la richesse nationale et de sa répartition équitable. Il dit donc, quand ton parti politique devient une source qui peut inspirer confiance au peuple, tu expliques ton programme politique. Tu ne vends pas ton programme politique à 10 000 pour voler encore l'argent des pauvres populations qui ont faim, qui ne mangent pas. Mais tu leur vends ton programme en leur expliquant par A plus B. Pour que chacun des citoyens voit l'intérêt de ce que tu es en train de dire. Pourquoi j'ai fait ce choix politique? Pourquoi j'ai fait ce choix social? Pourquoi nous donnons les filets sociaux? Pourquoi aujourd'hui nous sommes des libéraux? Mais pourquoi aujourd'hui nous faisons du libéralisme à visage humain? Parce que je ne veux pas perdre votre temps. Nous les libéraux là, avec Alassane Dramane là, les gens ne nous comprennent pas. Quand on est des libéraux, ça veut dire, nous là, en société là, on dit qu'on n'impose aucune barrière. Chez nous, le bien et le mal n'existent pas. Je suis dans l'aspect politique libéral. Je suis en train de vous expliquer un peu ce que c'est que le libéralisme en politique. Chez nous là, on s'en fout du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'en société, on dit que l'être humain, c'est le degré de liberté que tu te donnes là. Tu dois aussi permettre de ne pas nuire aux autres. C'est ça le libéralisme. Ça veut dire, si tu veux là, faut tourner porno. Si ça t'arrange, que tu gagnes ton argent dedans là. Si la loi n'interdit pas porno là, il faut aller tourner porno. Si tu veux là, faut dormir dans l'église. Tant que tu peux escroquer les gens,
à la mosquée pour dire donner l'argent à Dieu, alors que Dieu n'a jamais pris l'argent. Mais quand les gens vont vers vous, quelqu'un qui a remis l'argent à Dieu pendant 10 ans, le jour que sa femme a besoin de faire accouchement, vous refusez. Quand il va à la mosquée, mais à l'église, vous dites non, il n'y a rien pour toi. Mais vous arrivez à convaincre ces gens qu'ils n'ont qu'à donner l'argent à Dieu. Eux aussi donnent l'argent à leur soi-disant Dieu. Tant que ça marche et que la loi n'est pas contre cette escroquerie, mais nous les libéraux, on s'en fout. C'est pourquoi je vous dis chez nous là, le bien comme le mal là, on s'en tape. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Tant que cela ne viole pas les libertés des autres. C'est ça le libéralisme. Et donc, cette posture amène donc à la concurrence. La concurrence, tu ne mériteras que ce que tu envoies dans la société. Voilà le vrai cœur. Et voilà la vraie nature du libéralisme. Le libéralisme ne fait pas du social. Le libéralisme ne fait pas de la pitié. Le libéralisme dit comment on fait pour produire de la richesse. Et comment cela est redistribué quand chacun apporte ce que lui peut apporter pour prendre sa part. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, non seulement il est libéral, mais il le fait à visage humain. Normalement, on ne devrait même pas faire les filets sociaux. Normalement, notre rôle là, c'est de faire les routes, les goudrons, les écoles, ça s'arrête à ça. Mais aujourd'hui, il est en train de réadapter ce libéralisme-là à un visage humain par rapport au contexte d'un pays. Mais tout ça là, quand on vient parler, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que la politique là, c'est seulement venir bavarder. Ah non, non, on est derrière Alassane Ouattara. Mais est-ce que tu connais l'idée véritable d'Alassane Ouattara? Et donc j'aurais pu expliquer en longueur, mais pour ne pas vous perdre le temps, on va avancer. Il dit donc, quand tu es un vrai parti politique là, tu dois, comme de la manière on va à l'école chaque jour là, tu dois expliquer ton programme. Tu organises des débats, tu organises des séances, tu organises des explications, tu expliques bien, tu mets ça en rapport avec la réalité. Tu montres pourquoi il y a tel choix politique, pourquoi tel choix économique, pourquoi aujourd'hui là, on ne doit pas pratiquer un libéralisme à visage inhumain. Pourquoi on doit faire un mélange du libéralisme avec un peu de socialisme. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu le libéralisme de gauche. C'est ce que le président Ouattara pratique. Et quand on va faire ça, comment on va créer, comment vous allez faire pour produire de la richesse? Et cette richesse-là, comment on va la redistribuer pour que chacun se sente concerné? C'est une explication pédagogique des voies par lesquelles le parti entend résoudre le problème de la participation politique, de la justice, de l'égalité, de la liberté, de la sécurité publique, de la préservation des droits fondamentaux des citoyens. Il dit, politique est doux, hein, mais politique là, il faut expliquer que dans un monde où il n'y a pas de justice, on ne peut pas avoir une bonne politique. Est-ce que vous ne nous voyez pas critiquer le président Ouattara ici pour dire, politique là c'est 0 sur 100. Pourtant, c'est la vérité. Dans une société où il n'y a pas l'égalité, il ne peut pas avoir de liberté. Or, nous sommes des libéraux. Or, il y a certains qui utilisent leur injustice aujourd'hui pour faire des contradictions dans notre société. Dans une société où il n'y a pas l'égalité, il ne peut pas avoir de liberté, il y aura toujours l'insécurité publique. Et donc, les droits fondamentaux des citoyens ne seront pas préservés. Et c'est tout ça qu'il faut pouvoir expliquer au peuple. Que vos vies sont importantes. Que vous avez besoin de justice. C'est un droit. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de sécurité. Et donc voilà comment on fait pour garantir cela. De cet office pédagogique fondamental dont dépend la compréhension des enjeux de l'affrontement politique par le citoyen, l'élévation de son niveau de conscience et en conséquence de la stabilité politique de la cité, dans une démocratie pluraliste, s'écarte des dérives apologétiques, hagiographiques et propagandistes, démagogiques, logomarchiques et griotiques de la communication politique. Ne soyez pas effrayés, chers parents. Tout ce qu'on a dit là, ça veut dire, si on fait ça, qu'on explique bien, tout à tout le monde, comme de la manière on fait sur la plateforme Éclairage Pro Vérité là, si tout le monde a bien compris, est-ce qu'on peut tromper quelqu'un encore? Si on ne peut pas te tromper, c'est parce que ton niveau de compréhension a augmenté. Quand ton niveau de compréhension augmente là, tu seras plus conscient de toi-même. Et tu seras conscient des conséquences de chaque acte politique. Et donc tu vas faire attention. Ceux qui vont venir te parler, les apologètes, ce qu'on appellerait ici la dérive apologétique, ceux qui sont les bavards compulsifs,
qui sont là pour faire atalakou, pour mentir. Les hagiographes, ceux qui inventent des histoires imaginaires, où ils sont toujours les héros. Les propagandistes, ceux qui sont là toujours en train de mentir aux populations pour les tromper. Les démagogues, qu'on appellerait ici les dérives démagogiques, ceux qui sont dans le flatouvocisme et de la blasphémation politique, et ceux qui sont dans la logomachie, et là, ils ont toujours diarrhée verbale. Il y a quelque chose à dire, eux, ils parlent. Il n'y a pas quelque chose à dire, eux, ils parlent. Ils sont comme des griots perdus de la communication politique. Ils disent cela. Une fois que le travail est bien fait, que le niveau de conscience du peuple est élevé, que le peuple comprend aujourd'hui la politique avec tous les pièges qu'on met devant lui là, il dit, ces vous-là n'ont plus sens. Et c'est ce qui fait que l'opposition ivoirienne échoue aujourd'hui. Elle a choisi la géographie. Elle a choisi la sophistique, c'est le mensonge, la démagogie, la logomachie, le griotisme, la propagande, comme communication politique. Mais c'est totalement normal que quand on ramène les faits pour dire, tout ce qu'il raconte là, est-ce que vous voyez ça avec vos yeux? Tout ce qu'il raconte là, voilà, c'est faux. Maintenant, voilà ce que nous on dit là. Est-ce qu'on n'a pas fait goudron entre Yamoussoukro et Bouaké? Est-ce qu'on n'a pas construit 4 ponts à Abidjan? Est-ce qu'on n'a pas construit 9 universités? Est-ce qu'on n'a pas construit des châteaux d'eau dans vos villages? Est-ce qu'il n'y a pas des dispensaires à chaque 5 km? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des écoles de proximité? Les gens disent, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et puis à Goudron, ils disent oui, oui. Et puis après encore, il y a quoi? Il y a Courant, ils disent ah oui, oui. Ils disent, mais depuis 1960 jusqu'en 2011, est-ce qu'il y avait tout ça? Donc, poisson qui est déjà dans ta main là-haut, même si c'est petit, tu vas laisser ça parce que quelqu'un t'a promis que lui va t'apporter un gros poisson. Donc, il faut prendre ta tête pour réfléchir. Et c'est pourquoi il faut dénoncer ces politiciens qui utilisent la démagogie, qui sont dans l'errance politique et la perdition publique. Les politiciens qui se sont transformés en des griots, en des apologètes de la communication politique. Ah non, moi je suis consultant politique, mais quand tu les regardes, ça te fait pitié. Il y a un communicant politique de Laurent Gbagbo qui dit que lui, il a marketing politique. Mais vous n'êtes même pas capable de laver l'image de votre candidat. Regardez, même quelqu'un qui est au village là, sous Kwakaoué, quand moi je parle là, il ne peut pas peut-être tout comprendre. Mais je casse tellement le niveau du discours qu'il arrive à comprendre quelque chose. Quand je parle d'Alassane Ouattara, même si tu ne l'aimes pas, tu vas te dire, je vais aller faire des recherches. Pourtant, je ne fais pas l'apologie du président. Pourtant, je ne suis pas dans le griotisme politique. Parce que ça, c'est une arme qui marche pour entretenir l'analphabétisme. C'est quand on infantilise le niveau de la raison publique. Quand on pense que la conscience du peuple, le peuple a 3 ans, mais 1 an. On infantilise politiquement le peuple. Et parce que vous avez intérêt à confondre le peuple et à mettre le peuple en brousse, à tromper le peuple, que vous errez politiquement, mais ça ne vous arrange pas vous-même. Parce que la réalité, là, comme disait quelqu'un, la meilleure arme contre la propagande, c'est le temps. Et quand le temps vient là, toutes les réalités sont en face. Et tu vois les Choguel Kokala Maïga aujourd'hui dire que non, eux ne sont plus d'accord avec la junte. Après avoir fait couler le Mali, après avoir utilisé la propagande, toi, quand tu étais Premier ministre, là, tu avais une cellule de propagande. Tu avais une cellule de propagande. Aujourd'hui, tu ne peux plus venir tromper le peuple. Et c'est pourquoi, si les Africains veulent être intelligents, allez vers ceux qui peuvent ouvrir vos cerveaux. Allez vers ceux qui peuvent, chaque jour quand tu vas écouter la personne, soit tu apprends quelque chose, ou mais la personne te fait douter de ce que tu connaissais, pour que tu puisses aller vérifier. Qu'est-ce que je dis ici chaque fois? Ce que je suis en train de dire là, dites si c'est faux, mais c'est vrai. Je sais que c'est vrai, mais je suis en train de vous pousser à la recherche. Je suis en train de vous interpeller pour dire, ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant. Vérifiez. N'ayez pas peur. Ouvrez votre esprit. N'acceptez pas que quelqu'un, parce que vous avez cru en moi, qu'est-ce qui prouve que demain je ne peux pas vous tromper? N'acceptez pas de croire en moi pour que je rabaisse votre niveau de conscience. Parce que l'analphabétisme, ce n'est pas seulement celui qui n'est pas allé sur les bancs, mais l'analphabétisme, c'est se condamner à l'obscurantisme de croire en quelqu'un. C'est devenir dogmatique. Si lui n'a pas dit ça, nous on ne croit pas. Non. Chaque être humain doit être libre, comme je l'ai dit. Nous sommes des libéraux. Nous mettons en avant la liberté individuelle. Et donc chaque être humain là, doit être libre. Et sa conscience doit être évolutive. Et sa conscience doit être autonome.
Mais aujourd'hui, regardez les opposants. Ils viennent vous mentir pour que vous ne puissiez pas voir la vérité. Ils viennent vous mentir pour que quelqu'un qui te ment, là, il veut te mettre dans un problème plus grave. Quelqu'un qui te ment, là, non seulement il te trompe, mais il ne veut pas que tu découvres la réalité. Parce que quand tu vas découvrir la réalité, tu vas découvrir lui, ses défauts. Et c'est ça que les opposants ivoiriens sont en train de faire. Et cette manière de faire la politique et surtout la communication politique en démocratie pluraliste, cette méthode est à dénoncer et à proscrire. Il faut l'interdire. Il en va du destin de la démocratie et donc du développement endogène, de la maturité citoyenne et surtout de la stabilité politique de la cité en nos jeunes démocraties pluralistes africaines. Donc, si dans nos pays africains, on veut un jour ressembler aux Blancs, parce que c'est ça notre rêve, alors qu'il faut chercher à ressembler à soi avec ses propres paradigmes, mais on a choisi de ressembler aux autres, c'est un choix dangereux, mais si c'est ce qu'on a fait, alors là, il faudra aussi qu'on copie tous leurs modèles. Si on veut un jour, dans nos démocraties pluralistes africaines, ressembler aux Blancs, il va falloir qu'on puisse se donner les armes de libérer les consciences de nos peuples, de créer les conditions d'une maturité citoyenne à travers la stabilité politique. Et on ne peut pas créer, j'aime à le dire, un homme faible ne peut pas gagner une guerre. Et un homme faible ne peut pas imposer des règles. Ce sont les hommes forts qui imposent des règles. Et donc la stabilité. Ce n'est pas en étant le plus gentil que vous arrivez à convaincre tout le monde. Mais c'est en étant le plus ferme possible. Et donc en étant le plus fort possible. Mais cela ne peut se faire que si nous donnons un destin à notre démocratie. Parce que si nous ne voulons pas échouer en interne, avant d'accuser l'Occident, quel comportement on s'est donné à nous-mêmes en tant qu'Africains, entre nous-mêmes. Quand des Africains disent le PPACI, c'est une arnaque politique. C'est le même FPI. C'est ce FPI qui a massacré les gens. Mais quand eux transforment aujourd'hui pour dire qu'ils sont le parti des peuples africains, c'est une arnaque. C'est une infantilisation politique du peuple. C'est la confusion individuelle et collective qu'ils veulent imposer au peuple. Ils sont en train de conduire le peuple dans l'aveuglement et dans la perdition publique. Et ça, il faudrait que vous-même vous libérez. Et chers parents, c'est la raison pour laquelle le peu de temps que nous avons passé à l'école, nous ne sommes pas les plus sachants. Mais le peu qu'on a appris, on prend le risque de venir expliquer. Si ça peut vous aider, tant mieux. Prenez. Si ça ne vous aide pas, laissez et allez chercher mieux. Mais, pour le peu que nous savons, on a fait notre part de responsabilité en donnant le peu que nous pouvions donner. Et vraiment, merci de m'avoir écouté. On va passer à l'édito de mes frères Titi. Bonjour les Clara, bonjour à toute la classe. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la parole donnée de Papa Ado. Je suis tellement contente et c'est avec plaisir, un cœur rempli de joie, d'émotion, que je voudrais m'adresser à notre Père adoré, le grand bâtisseur, le Tchefariman, le Magama. Ado, merci Papa. Oui, chers EPV, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, hier notre appel a été entendu, notre combat a été honoré, nos vœux exaucés. Papa Ado a dit oui. Oui, il a accepté de se représenter au deuxième mandat de la Troisième République. Merci Papa Ado, vous avez réussi à mettre une liesse populaire dans tout le pays. Oui, nous sommes beaucoup partout dans le pays à le manifester, notre joie. Qui d'autre que vous peut rendre les Ivoiriens fiers et rassurés? Je ne voudrais pas m'attarder sur les opposants qui promettent le feu et faire couler le sang ou tout simplement faire disparaître la Côte d'Ivoire de la carte de l'Afrique. Un autre s'est fait humilier et désavouer suite à son interview avec un journaliste charognard. Un autre promet de tout faire pour que notre Papa Ado ne puisse pas être président. Ce dernier-là a oublié qu'il a déjà promis ça dans le passé
et qui n'est même pas capable de respecter sa propre parole donnée. Mais par contre, Papa Addo est un homme de parole. Il l'a respecté, comme il nous l'a promis. Dans tous les cas, Papa Addo, merci de continuer à nous rassurer, à nous assurer la sécurité, le mieux vivre et de continuer les œuvres de développement en Côte d'Ivoire. Pour les opposants, après l'annonce de Papa Addo hier, on vous dit, nous vous attendons de voir ce dont vous êtes capable. Comme disent les Anglais, wait and see. Merci. Test écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prada dans la santé et dans la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement, aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Vive Papa Addo, longévité. Merci à tous. Bye bye. Merci infiniment à Mère Nefertiti. Merci encore pour cette belle thématique, la parole donnée. Et comme elle l'a dit, time will surely tell. Just wait and see. Ceux qui ne respectent pas leur parole en Côte d'Ivoire, quand on les voit, on les connaît. Ceux qui mentent de façon compulsive, quand on les voit, on les connaît. On peut tout reprocher à Alassane Ouattara, sauf le respect de la parole donnée. Mais, quand tu as un ennemi qui est un idiot, est-ce que tu dois te justifier? Ils peuvent bavarder, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la Côte d'Ivoire avance. Eux, ils ont pensé qu'en criant, Alassane Ouattara aurait eu peur, mais Alassane Ouattara est sorti dans leur dos. Ils ont négligé Addo, mais il est sorti dans leur dos. Et les voici maintenant en face de leur plus grande peur, dans leur confusion. Qu'ils continuent d'insulter, qu'ils continuent de dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, c'est l'intérêt qu'Alassane Dramane Ouattara représente pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important pour nous. Le reste, c'est des détails sans valeur. Et encore, pour appuyer encore les propos de Mère Nefertiti, je joue encore cette musique de nos jeunes frères pour dire, vous parlez, mais nous on sort toujours dans votre dos. Ok, donc chers Ivoiriens, fêtez votre joie, c'est votre droit le plus absolu. Laissez les bavards bavarder et laissez ces opposants dans ce qu'ils sont. La Côte d'Ivoire avance et le peuple connaît aujourd'hui son intérêt. Et donc ce ne sont pas des critiques, des contempteurs qui vont inquiéter ou bien impressionner les Ivoiriens.